Bonjour à tous. Merci à tout le monde d'être là. D'abord, c'est toujours assez impressionnant, même si je suis de la maison, de prendre la parole au niveau de l'université. Parce que, comme vous le savez, ici comme ailleurs, les universités sont non seulement des lieux d'histoire, mais surtout des lieux d'où partent les savoirs. Et nous devons être fiers de nous retrouver ici pour discuter autour des questions qui nous concernent. Et les universités sont également des lieux où circulent depuis plusieurs années de connaissances et un lieu où l'esprit critique est le plus sollicité. Et vous, en tant qu'étudiant, vous devez mobiliser cet esprit critique. Et quand je parle de l'esprit critique, ce n'est pas la critique légère qu'on entend dans les couloirs ou encore la critique creuse, mais je vous parle de cette capacité de pouvoir connaître, cette capacité d'analyser, d'entrer dans le fond de choses et d'oser de nouvelles perspectives, de nouvelles alternatives. Donc, dans ces lieux d'effervescence intellectuelle qu'est l'université, chaque génération doit se sentir légitime, à la fois pour interroger l'organisation du monde et savoir si elle souhaite consolider cette organisation, la transformer ou la bouleverser, ou soit pas. Et donc, comme l'aurait dit France Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. J'ai accepté un peu à mes risques et périls l'invitation de la délégation pour parler autour d'une même table ronde avec Madame Maman Mouya Tolande Elisabeth. C'est vraiment un grand risque de participer autour de la même table que vous pour parler de la littérature. Et même aussi avec Madame Bossondolé, que je suis de très loin, peut-être qu'on partage le même groupe WhatsApp, de temps en temps on lit les publications, mais on ne s'est jamais réellement rencontrés, donc j'ai le plaisir également de la voir, parce que les deux ont un parcours très inscrit dans le domaine de lettres. Alors que pour ma part, je ne suis qu'un simple passionné de littérature, mais j'ai quand même eu peut-être le mérite de rencontrer énormément de gens qui écrivent et des personnalités littéraires remarquables. Dans le cadre, par exemple, du mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine, j'avais donc été associé à l'organisation de deux initiatives littéraires importantes, l'organisation du Grand Prix panafricain de littérature et l'organisation du Grand Prix congolais du livre. Petite anecdote, lorsqu'on s'est retrouvé pour décider de qui sera la présidente du comité d'organisation du Grand Prix congolais du livre, nous étions une petite équipe et nous devions voir un peu dans le paysage littéraire congolais qui pourrait faire jouer ces rôles. Les noms qui étaient proposés étaient des noms 100% masculins. C'est alors et alors que j'ai pris tout mon courage pour penser à un nom féminin. Et je suis très content du travail qu'elle a fait et je vous demande de l'applaudir. C'est Madame Elisabeth Mouyatoula que j'ai proposée comme présidente du comité d'organisation du Grand Prix congolais du livre. Et je voudrais bien faire connaître que cette inspiration était bien plus de chez moi. Et je suis venu l'après-midi chez vous à la maison, vous en parler et nous en avions discuté. Je vous ai dit que ce serait vraiment très intéressant que vous y mettiez. Et vous savez à quel point le président de la République a porté cette initiative. Alors, pour revenir maintenant au sujet du jour, je ne suis pas venu vous parler des questions liées aux violences sexuelles, parce que quand on parle du 8 mars, on mêle un peu de tout. On parle des violences sexuelles, de violences basées sur le genre, de la masculinité positive, autant de thématiques qui tournent autour du 8 mars. Aujourd'hui, nous parlons de la littérature. Les thèmes, c'est existe-t-il une littérature féminine? Je vous propose de discuter non pas sur la littérature féminine, mais je vous propose de discuter sur la littérature féministe et non féminine. Croyez-moi, ce n'est pas un simple jeu de mots, parce que l'adjectif féminin ou féminine est emprunté au latin classique femininus, qui signifie du genre féminin, c'est-à-dire qui renvoie à la femme. Mais je n'aime pas cette façon de définir un mot en le faisant correspondre à une image stéréotypée. On définit un mot en fonction de l'image physique, sensuelle, sexuelle, morphologique, psychologique que nous avons de cet être humain qu'on appelle la femme. Et donc, puisqu'on ne peut pas limiter quelqu'un à la constitution de ses chromosomes, on doit éviter d'aller vers une sorte de guerre de sexe en définissant ainsi les mots. C'est comme ça qu'il m'est apparu désirable de remplacer les suffixes in de féminine par un autre suffixe ist pour donner féministe. Parler de féministe plutôt que de féminine, c'est très important.
D'abord, sur le plan formel, on quitte un adjectif pour un substantif. Et vous savez, en langue française, le rôle d'un mot qu'on qualifie de substantif. Un substantif est un mot qui existe par lui-même, qui n'a pas besoin d'un adjectif pour le qualifier. Il est un mot parce qu'il est un mot, parce qu'il dit ce qu'il dit. Et ça, c'est très important, de manière symbolique. Alors, donc, nous parlerons d'abord du féminisme et de la convergence de combats qui sont menés dans ces cadres, mais dans le domaine littéraire. Ensuite, de la nécessité de s'approprier des mots et des valeurs du féminisme. Je pense que c'est un combat important de s'approprier le mot, parce que la littérature s'exprime avec des mots. Vous devez avoir les mots essentiels, les mots qui disent, qui ont un sens. Et enfin, peut-être vous donner quelques clés pratiques pour y arriver. Alors, si on fait un état de lieu général, le féminisme peut partir d'une anomalie. Nous partons d'un constat qui constitue une anomalie. L'anomalie, pour ceux qui font les sciences de la médecine, ils savent que c'est le fait que quelque chose ait un caractère anormal. Et donc, la situation de femmes en plein 21e siècle relève d'une anomalie. Ce n'est pas normal que les choses fonctionnent de cette façon en plein 21e siècle. Ce n'est pas normal que nous ayons, puisqu'on est dans une faculté de droit et libertés qui sont déjà consignés dans la Constitution et dans nos lois, ainsi que dans les conventions internationales, mais qu'on en soit encore à discuter s'il faut respecter la parité, qu'on en soit encore à discuter quel quota faut-il accorder pour la représentativité de femmes. Et donc vous voyez l'anomalie, comment elle fonctionne au niveau institutionnel, ou encore pour voir quelles sont les échéances pour atteindre la réalisation de certains droits. Et qu'il s'agisse de inégalités de droits, des inégalités de chances, des violences qui sont orchestrées volontairement, dans tous les cas, il s'agit véritablement d'une anomalie. Et donc, dès que vous entendrez parler des discriminations à l'égard des femmes, dites-vous qu'on évoque une anomalie, quelque chose qui ne doit pas continuer de cette manière-là, et qui ne doit pas fonctionner comme tel. Et donc, parlons justement de ces anomalies. Je voudrais vous lire un extrait, parce que j'ai quand même ramené quelques exemplaires de livres. Il y a un auteur qui s'appelle Alexandre de Lille, qui, de mon point de vue, décrit le mieux cette anomalie et comment ça fonctionne. C'est à la page 111 de ces livres que je vous conseille. C'est un essai écrit par Christiane Taubira. Ça s'appelle Baroque Sarabande. Je suis un fan de Madame Taubira que je lis régulièrement. Et donc, à la page 111, elle cite un extrait d'Alexandre de Lille qui écrit ceci. Écoutez bien. La condition de femme est déterminée par d'étranges coutures. Elles sont à la fois assujetties et protégées, faibles et puissantes, trop méprisées et trop respectées. Dans ces chaos d'usage contradictoires, les faits de société se superposent aux faits de nature. La liberté des femmes d'aujourd'hui, plus grande ou du moins plus visible aux temps anciens, n'est guère qu'un des aspects de la vie plus facile des époques prospères. Le principe et même le préjugé d'autrefois n'ont pas été sérieusement entamés. J'aime bien la fin. Le principe et même le préjugé d'autrefois n'ont pas été sérieusement entamés. C'est dans cette société-là, de préjugés dans lesquels nous vivons. Notre société est travaillée, vous devez le savoir, est travaillée, rangée, mimée par de préjugés sexistes. Notre société est travaillée par des inégalités, des injustices profondes de l'intérieur. Et nous n'avons pas réussi jusqu'ici à apporter des réponses adéquates pour mettre fin à ce type de discrimination. Et c'est ça l'enjeu essentiel du débat. Dans ce sens, on doit donc envisager la situation de femmes, non pas à partir de leur situation biologique, mais à partir d'une expérience culturelle, collective de femmes. Et c'est une expérience qui est faite de violence, d'exclusion et de discrimination. Et cette expérience a tellement forgé les consciences qu'il a aiguisé certaines défenses. Il a développé des solidarités, de modes de survie, une capacité à faire corps ensemble. Et c'est dans cette situation-là qu'on se retrouve. Alors, pour revenir au sujet, est-ce que la littérature doit être féministe? J'aurais posé autrement la question. Est-ce que la littérature doit être féministe? Je ne parle pas de féminine, je voudrais que vous le reteniez. Est-ce que la littérature doit être féministe? Oui, un oui vigoureux s'impose. La littérature doit être féministe. Parce que le féminisme n'est pas, comme on l'entend, une guerre de tranchées entre les hommes et les femmes. Le féminisme, ce n'est pas une guerre qui est faite aux deux sexes.
Le féminisme, pour emprunter un mot de Christiane Taubira, c'est un humanisme. Le féminisme est un humanisme, c'est un combat fondé sur les valeurs, un combat fondé sur le respect des droits et des libertés. C'est même la condition de progrès de l'humanité. C'est-à-dire, on ne peut pas passer son temps à mener un combat dans le couloir et continuer à se battre pour ses propres intérêts. C'est contradictoire à l'idée d'un combat féministe, à un combat fondé sur des valeurs universelles. Et donc, nous ne pouvons pas non plus manifester de l'indifférence vis-à-vis des espérances des autres. Nous devons nous sentir interpellés par leurs espérances, nous battre à côté des autres. Et s'il y a des revendications à formuler en tant que groupe, le point de départ doit être notre ambition d'égalité, notre ambition de dignité humaine. Il faut donc s'interroger profondément sur les inégalités. Parce que l'essence du combat féministe, c'est la revendication qu'aucune différence de traitement n'est acceptable sur la simple base de la différence physique de sexe. Aucune, et alors aucune. Si nous abordons sur cette valeur de base, nous allons alors voir comment les types de discrimination qui existent peuvent tomber. C'est ici d'ailleurs que la littérature me fait énormément du bien parce que ça nous aide quand même à respirer. Laissez-moi vous lire un extrait d'une grande écrivaine, Marguerite Yourcenar, qui a écrit à peu près ceci. Je vais juste lire un extrait. Elle dit ceci. Je voudrais susciter lentement ton désir. Je n'ai plus assez de temps pour te connaître, toi, pour savoir le rythme de ta jouissance. Je suis un analphabète de ton corps. Et nous n'avons que cette nuit, l'avant-dernière, car la dernière sera autre. Elle sera pleine, trop pleine des mots nouveaux, des mots à garder. Maintenant, je veux te connaître avec précision, comme une rosée le matin, une tempête à midi, un orage du soir. Savoir comment ton corps est nerf, comment ton corps est douceur, comment ton corps est mollesse, et frémissement ou même refus. Je n'ai pas, nous n'avons plus assez de temps. Laissez-moi aussi vous lire un autre extrait. L'on pleure au moins et l'on rit. On se ridiculise pour s'estimer un peu. On se fait mal pour se faire du bien. On prend d'assaut la prison du langage pour libérer les mots proscrits. Et autour de rêves menacés par les fauves, on entretient le feu. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi lire un autre extrait de Nazim Hikmet, un très grand écrivain. Lui écrit ceci. Nous avons connu le feu et la trahison, et nous avons fixé le monde de nos yeux ardents. Nous avons connu le feu et la trahison. La nation était blessée, elle était lasse, misérable, elle s'est battue partout. Donc notre devoir aujourd'hui, comme le dit Abdelatif Lahabi, c'est d'entretenir le feu dans l'adversité, c'est d'entretenir le feu contre les interdits, c'est d'entretenir le feu contre la violence, qui semble gratuite, mais cette violence en réalité dessert un certain nombre de raisons. Notamment le fait que nous vivons dans un ordre social où les places sont attribuées en fonction de sexe. Il faut briser ce type d'interdit. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que les grands écrivains et les grandes écrivaines ont fait, c'est de ne jamais consentir aux inégalités. C'est de ne jamais obéir. En d'autres termes, de désobéir. C'est de ne jamais se laisser asservir ni accabler. C'est de ne jamais consentir. Comment les écrivains ont fait? Ils ont commencé par s'approprier le mot. Parce que la littérature, c'est l'expression du monde. La littérature, c'est l'expression de choses. La littérature, c'est l'expression de hommes. Et la littérature féministe a donc été un mouvement, non pas de libération de la parole, je n'aime pas trop cette expression. Si on libère la parole, qui donne la parole? Qui la libère? Qui? La libération par qui? Non, la littérature n'est pas un mouvement de libération de la parole. La littérature, c'est un mouvement de prise de parole. C'est la prise de parole. Et cette prise de parole ne peut aller loin sans la possibilité de convaincre par les mots. D'où l'enjeu aujourd'hui pour le jeune dame et le jeune monsieur qui sont ici, très chers étudiants,
Le vrai enjeu, c'est le monde fonctionne avec les mots. Parce que les mots permettent de nommer. Rappelez-vous de ce que disait l'écrivain cher à Christian Gogo, Albert Camus, qui disait « Mal nommer les choses, c'est en ajouter au malheur du monde ». Donc il faut nommer les choses. Mais comment arriver à nommer les choses si vous ne êtes pas, vous n'utilisez, vous ne recourez pas, vous ne vous appropriez pas le mot? Mais avec quel mot faut-il dire les choses? Et l'on trouve bien de mots. J'ai aimé Césaire. Je suis un autre passionné de Césaire. Laissez-moi vous lire un extrait du cahier d'un retour au pays natal que j'ai ramené, l'œuvre majeure de Aimé Césaire. Il écrit ceci à propos de mots. C'est à la page 33. Césaire écrit. Vous savez, quand il faut lire Césaire, il faut avoir beaucoup de concentration. En vain dans la tiédeur de votre gorge, mûrissez-vous 20 fois la même pauvre consolation, que nous sommes de marmonneurs de mots. Des mots, quand nous manions de quartier du monde, quand nous épousons des continents en délire, quand nous forçons de frimantes portes, des mots, ah oui, de mots, mais des mots de sang, frère, des mots qui sont de ras de marée, et des hérésies pelles, et des paludismes, et des laves, et de feux de brousse, et des flambées de chair, et des flambées de ville. C'est Césaire, Aimé. Donc, on ne peut pas dénoncer les abus, je suis à 16 minutes, on m'a dit 20. On ne peut pas dénoncer les abus, les revers sexistes si on ne maîtrise pas la bataille des mots. Il faut gagner la bataille des mots, les amis. Même pour commencer à écrire, écrivez jeune, oui, mais il faut gagner la bataille des mots. Il faut écrire avec des mots qui font sens. Et la bataille du verbe permet d'agir sur les inégalités et les discriminations en les opposant les mots qu'il faut. Pas les mots inutiles qu'on entend au quotidien, pas les mots enflés, mais les mots justes, les mots précis, les mots qui correspondent à décrire un contexte, les mots qui correspondent à nommer un processus, des mots qui font sens. Chers amis, appropriez-vous le mot. Appropriez-vous de cette capacité de partager les mots avec ceux qui mènent d'autres combats. Parce que le mot apporte la force au combat que nous menons. La littérature, je l'ai dit, c'est l'expression du monde. Mais pour mieux en parler, Christiane Taubira écrit encore dans Paroles sarabantes, à la page 171 au 171, elle dit ceci. J'aime bien cet extrait aussi. Il parle des auteurs et des effets de la littérature au quotidien. Elle dit ceci. Ils sont là, tous vos auteurs. Ils ne se bousculent pas. Ce ne sont pas gens à bousculade, ni fous, ni sages. Ils auraient pu vaguer ailleurs, mais ils sont là parce qu'ils sont fidèles. Pas pour ces combats-ci en particulier, simplement depuis toujours. Lors de votre voyage en vous-même, quand vous commencez à frémir de vous sentir à la fois si vulnérable et si présent au monde, lorsque vous déambulez sans boussole, dans le méandre des innombrables lieux et situations où s'imposent des sociabilités non apprises, il vous garde sans effroi, il se glisse à vos côtés, plus sûrement encore dans l'intime de vos vigilances, quand vos repères s'ébrouillent, que vos choix s'embrouillent, que les raisonnements vous paraissent soudain inopérants, alors il vous souffle qu'il y ait des opacités qui ne se dissolvent pas, et qui d'ailleurs sont bienvenues. Ils sont présents encore dans ces moments de confusion, où sont assénées des raisons de tas pour dire des violences, s'affranchir des injustices et délier des désordres, puis s'étonner que se fomentent de sordides revanches. Ils sont là aussi pour vous initier aux éclats du silence et aux joyaux de la lenteur, à l'ivresse du doute, au vertige de l'imagination, à la présence des autres, au mystère de l'autre, aux grisantes hauteurs de la conscience d'être et aux profondeurs de vos possibles devenirs. Et même, lorsque leur propos vous est hostile, ils participent de votre apprentissage. La vie est injuste, parfois scélérate. Elle ne coule pas, elle demande à être saisie, empoignée, domptée parfois. Il faut savoir la faire rendre gorge dans les circonstances où elle vous submerge de frivolité et de cruauté.
quoi que vous cherchiez à savoir ou à ressentir, à comprendre ou à percevoir, à saisir ou à entrevoir, quelque part un livre répond à votre quête, fût-ce pour vous ouvrir à son inanité. Lire toute l'énergie, la passion, le bien-être et les tourments d'une vie ardente. Mesdames et messieurs, je ramenais ici quelques exemplaires de romans qui m'ont le plus marqué. Vous avez Alain Mabankou qui a écrit « Tant que les arbres s'enracineront dans la terre ». Je vous conseille de retrouver ce bouquin et de le lire. Vous avez un grand écrivain comme Yasmina Kadra qui est l'écrivain francophone le plus traduit dans le monde. Yasmina Kadra, il est algérien. C'est un immense écrivain. Il faut l'avoir lu. Ne restez pas seulement juriste. Je suis juriste, j'ai été dans cette fac. Je suis assistant, on vous l'a dit. Mais j'ai développé une passion pour la littérature. Et jamais aucun de mes articles que j'écris en tant que juriste ne manque d'approche liée à la littérature. Parce que c'est très important pour moi. Yasmina Kadra écrit Les hirondelles du Kaboul. Il y a aussi Alain Mabankou qui a encore écrit Tais-toi et meurs. Tais-toi et meurs. Parce que si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, tais-toi et meurs. Vous avez Fatou Diop, qui est une immense écrivaine. Vous voyez ses vidéos à travers les réseaux sociaux peut-être, mais encore une fois, allez voir les vidéos de Fatou Diop, allez suivre la pertinence de ses prises de position et dites-vous qu'il existe des hommes. Je n'ai pas dit de femmes. Il existe des hommes. Fatou Diop a écrit notamment Les Veilleurs de Sangomar, il faut l'avoir lu aussi. Vous avez Toni Morrison, une grande icône de la littérature. Toni Morrison a écrit plusieurs œuvres, ça c'est Soula, que j'aime aussi. Vous avez Christian Taubira avec Nous habitons la terre, il faut l'avoir lu aussi. Il a écrit un autre pamphlet qui s'appelle Murmure à la jeunesse, où elle s'adresse à la jeunesse. Vous avez Christian Taubira toujours Baroque Sarabande, où elle rend hommage aux écrivains qui ont façonné sa vie. Il y a des gens qui mangent, qui boivent, qui vont au lit avec les écrivains. Et il faut le faire. Vous avez Les entrailles des Valentin Yves Moudimbe, il faut l'avoir lu aussi. Les entrailles, ça il ne faut jamais manquer de les lire. Et vous avez l'immense cahier d'un retour au pays natal, c'est Césaire. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent, c'est Césaire. C'est quand même Césaire, Aimé Césaire. Vous avez une grande icône, Chimamanda Ngozi Adichie. Ah, il faut lire Chimamanda Ngozi Adichie. Il a écrit récemment un bouquin, un petit bouquin livré en tout cas d'une cinquantaine de pages, intitulé Ne reste pas à ta place. Et mesdames et messieurs, ne restez pas à vos places. Ne restez pas à vos places. Donc, Chimamanda Ngozi Adichie, L'autre moitié du ciel. Et vous avez aussi Fatou Diop qui a encore écrit Les ventres de l'Atlantique, un autre merveilleux roman qu'il faut avoir lu. C'est pour vous dire combien la lecture n'est pas de la rêverie. La lecture, c'est le rêve. Et rêver ne signifie pas rêvasser. Rêver, c'est rêver. La littérature vous fait rêver. La littérature vous apporte des opportunités. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais aucun mérite pour être à la cheville ouvrière d'un grand prix panafricain qu'on a appelé le Grand Prix panafricain de littérature. Et pour la petite parenthèse, et je finirai par là, lorsqu'il a pris son mandat comme président en exercice de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a lancé, dans le cadre de cette session-là de l'Union africaine, 2 initiatives phares. Le Grand Prix panafricain de littérature particulièrement a été constitué d'un jury prestigieux. Fan de littérature, des interactions que j'ai eues avec des gens comme Abdourahmane Ouaberi, des nationalités djiboutiennes, Boubacar Boris Diop, vous imaginez bien de qui on parle, Faouzia Zouari par exemple, ou encore Madame Boutaïna Kédé Roumeki, autant d'autres écrivains qui ont marqué les lettres africaines. Et le prix a été lancé, nous avons reçu de soumissions de 4 coins de l'Afrique, et finalement le prix a été décerné à la franco-camerounaise Oswald Lewat, qui a écrit un merveilleux roman aussi qui s'appelle Les Aquatiques. Et nous avions accompagné le président Addis Abeba lors du sommet de chefs d'État, et dans la salle, les autres chefs d'État étaient très satisfaits de cette initiative. Et pour la première fois, la RDC a créé non seulement un prix,
mais a placé Paul là-bas en décernant pour ses prix une enveloppe de 30 000 $ américains. On a été appelé de partout pour dire, tiens, vous dites quoi, littérature, 30 000 $ américains? Oui, l'argent a été payé cash à la concernante. Et comme quoi, vous pouvez gagner de l'argent avec la littérature, et ce n'est pas Christian Bobo qui est dans la salle qui va me contraindre. Merci beaucoup.